Bonsoir, Msel Khair alaikum, Azul Fillaoun, nous Sahaftorkom, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons Sport, l'émission qui a pour but de vous accompagner et de vous tenir au fait de l'actualité sportive pendant cette pandémie qui touche pratiquement toute la planète. Cette émission, nous pouvons aujourd'hui la mettre sous le signe des hommages, puisque des hommages, il y en aura du début jusqu'à la fin de l'émission. Nous parlerons également de la reprise, ou pas d'ailleurs, des championnats, notamment professionnels de football. Nous parlerons également d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, à mon avis, celui des enfants et de la pratique sportive à l'heure du confinement. Mais nous parlerons également de beaucoup d'autres choses. Tout ça avec nos deux invités. J'ai nommé professeur Bessaha Majid. Vous êtes professeur en médecine et vous êtes aussi président de Alger Medical Club. Donc nous ne vous poserons pas de questions par rapport à votre métier dans le domaine sanitaire, mais plutôt par rapport à Alger Medical Club. C'est quoi? Merci beaucoup, Sahaf Torkom, Azul Fillaoun, et merci pour l'invitation. Alger Medical Club, c'est une association, au départ constituée de médecins et d'étudiants en médecine. Ce qui nous ont permis de, brièvement, je vais être très bref, bien sûr, qui nous ont permis de participer à des Jeux mondiaux de la médecine. C'est un équivalent des Jeux olympiques, mais consacré à la corporation, médecins et infirmiers. Oui. Depuis notre première participation, remonte à 1997. Donc, ça nous a permis de participer annuellement avec des étudiants en médecine. Et pour votre information ici, d'ailleurs, c'est à Canal Algérie qu'on est venu avec la première coupe qu'on a reçue. Eh bien oui, donc ça me rappelle de bons souvenirs ici. Et c'est pour ça que vous répondez favorablement à nos invitations. C'est avec plaisir. Donc on a eu à 4 reprises, on a été sacré, on a une spécialité, c'est le football à 6. D'accord. On a été sacré champion du monde à 4 reprises. Wow. 2 fois en France, à Saint-Tropez et à Cannes, et 2 fois à Munich, en Allemagne. Très bien. Contre des équipes locales du pays organisateur. Très bien. Et donc, vous êtes le président de cette association. Et depuis moins de 10 ans, nous avons changé un peu parce que les étudiants, ils ont grandi, ils ont leur famille. Il y a moins d'amateurs de sport dans le milieu étudiantin. Ils travaillent beaucoup. Il y a trop d'études. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour. En plus, les études médicales, elles ont été prolongées. Elles étaient de 6 ans, elles sont devenues à 7 ans. Résidents, elles étaient de 4 ans, elles sont devenues 5 ans. Donc, c'est trop long pour avoir le temps de s'adonner au sport. En plus des horaires pour avoir une structure sportive, il est quasiment impossible. Ce qui fait qu'on s'est rabattu, d'ailleurs sur conseil du ministre, comme par hasard, médecin, ils ont dit pourquoi vous occupez pas des enfants. Oui, très bien, justement, on va parler de ça, mais avant cela, on va présenter notre ami, et votre ami, puisque vous connaissez déjà, Yazid Wahib, journaliste au quotidien Le Watan. Vous êtes un confrère qui répond toujours à nos invitations et on vous remercie, Sahaf Tork. Merci pour l'invitation, Sahaf Torkom, Sahar Mdarkom. Très bien. Alors, on va avoir un programme très chargé, mais on a pour, on a pour habitude dans cette émission, marhabou nos invités, et tout ça avec un petit cadeau très, très symbolique. Mais avant cela, le jingle. Alors, pour vous, professeur Bessaha Majid, nous avons choisi ces séquences-là. On va les voir et on en reparlera juste après. On regarde. أو فرقاني قلنا من قبل أي أن فريقنا الوطني في الدفاع لازم يكون حذر وحذر جدا جدا. هذا الآن في الهجوم وحده أمام 4 عناصر الفريق الألماني وتدخل الذين جاءوا عددين بالآلاف إلى هنا لمتابعة منتخبنا الوطني. محاولة بلومي شبكة نجي أخرى شوفوا الإعادة بلومي واحد ماجر يسجل الآن هدف من البيرو كان قريب من اللقطة تتنافس جمعات في صالح زيدان الآن يراوغ زيدان يراوغ السيليكي نفسه ثم إلى عصاص من بعيد عصاص جميلة تعادل يحاول هدف
يا سلام زيدان ممتازة شوف الكرة مشات في الزاوية اليسرى للحارس يمين بعد التمريرة من قاسي سعيد زيدان بقوة يقذف ويعدل النتيجة. Voilà, professeur. Alors, pourquoi Zidane? Il paraît que vous êtes fan de ce joueur. Oui, franchement, il est de notre génération, n'est-ce pas, monsieur Wahib? C'est vraiment, vous nous ravivez de très bons souvenirs. Oui. Et notre première participation à la Coupe du Monde de l'Algérie, c'était un plaisir. Et on a découvert un joueur humble, modeste, qui a des qualités footballistiques impressionnantes. Il joue à l'algérienne et à la brésilienne avec une touche de balle. C'était magnifique. Il nous a beaucoup régalé. Il faut dire aussi que sur les 2 Coupes du Monde auxquelles il a participé, 82-86, c'est l'un des rares joueurs qui a joué 5 matchs sur 6. Donc tout ça nous fait vraiment de très bons souvenirs. Ouais. D'ailleurs, même, paraît-il, la FIFA vient de l'honorer. Oui, justement, on va en parler. Et je vais vous faire un aveu. Notre ami, qui est très jeune, Sid Ahmed Bouraïb, qui a monté justement ces images, m'avait confié qu'il ne connaissait pas Zidane. Il m'avait dit que le seul Zidane qu'il connaissait, c'était Zinedine Zidane, et qu'il était étonné. Il m'avait dit, les seuls joueurs que je connais de 82-86, c'est Majer, Belloumi, Assad. Et c'est peut-être un peu une défaillance de notre part, parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces joueurs-là. C'est à votre honneur de nous raviver avec ce fan. C'est votre émission. Je vous remercie, je vous félicite d'avoir pensé aussi à ce. Oui, et puis ça tombe bien, puisque comme vous le dites, à l'occasion de son anniversaire, le 28 avril passé, la FIFA, justement, avait rendu hommage à ce joueur sur son site FIFA.com, bien avant l'éclosion d'un certain Zinedine Zidane, enfant chéri de la France. Le peuple algérien, lui, admirait déjà son Zidane. Encore enfant, au début des années 80, Zinedine lui-même rêvait d'imiter les percées de Djamel, son homonyme. La comparaison entre ces 2 magiciens du ballon rond ne s'arrête pas au patronyme. Les 2 Kabyles d'origine étaient aussi habiles des 2 pieds et disposaient d'un sens du but inné et d'une technique hors norme. Voilà donc la FIFA qui a choisi de rendre hommage à Djamel Zidane. Yazid, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une émission que nous avions faite il y a de cela quand même quelques années. C'était à la veille du mondial 2014 et qui s'appelait de Rijon à Rio, où on avait justement accueilli Djamel Zidane et on lui avait posé la question par rapport à Zinedine Zidane et il nous avait répondu quelque chose comme ça. On regarde. Djamel, on dit que Zinedine Zidane, quand il était jeune, se prétendait être votre neveu. C'est dire à quel point votre nom était très connu dans le monde du football, même à l'étranger. Oui. Ça vous fait quoi qu'un Zinedine Zidane? Bon, n'oubliez pas qu'en 82, quand nous on jouait une Coupe du Monde, il avait 10 ans à l'époque. Donc sûrement il était figé sur son téléviseur pour voir l'équipe nationale. Bon, moi je suis content qu'il est devenu un grand joueur. Et il a pris exemple sûrement, tant mieux. Et le fait que vous soyez algérien, justement, pour lui, était une bonne référence. C'est une très bonne chose pour lui. Et pour nous-mêmes. Très bien. Ils se sont rencontrés à Clairefontaine, à l'initiative de Abdelrahman Bergui, président de l'association Le Bihoma. Et Djamel a remis un maillot de l'équipe nationale. Oui, on lui a remis un maillot de l'équipe nationale. On lui a remis une coupe, une belle coupe. Et c'est ce qui lui a permis sûrement de remporter sa première coupe des clubs champions d'Europe. Coupe d'Europe des clubs. Voilà, très très modeste, un joueur et très talentueux. Yazid, vous gardez quoi de Djamel Zidane, le joueur et l'homme? Bon, je l'ai vu. Parce qu'il est passé quand même par des moments très difficiles. Je l'ai vu jouer à l'USMA. Très jeune, il a joué en senior. Joueur, pétri de qualité, qui a fait son trou en Algérie. Ou à un moment donné, il a voulu tenter l'aventure professionnelle. À l'époque, c'était impossible. Il fallait des autorisations, il fallait remplir des critères comme celui d'avoir plus de 28 ans. Mais Djamel a tenté l'aventure, il est parti en Belgique. Il s'est imposé, il a joué au niveau de 2 ou 3 clubs. Le club le plus important, c'était Courtrai. Oui. Ensuite, il a fait la carrière que tout le monde connaît. Il a disputé 2 Coupes du Monde. C'est un joueur très modeste humainement. Oui. Très modeste humainement. Mais footballistiquement, il avait beaucoup de qualités. Il avait le profil, c'était le prototype
du joueur qui pouvait réussir en Europe. Et il a réussi. N'oublions pas que c'était un attaquant, pas un défenseur. Et il a réussi une carrière, disons, honorable. Et il avait beaucoup de courage parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui interdisait aux joueurs de... C'est ce que je disais. Voilà. Il y a eu l'interdit. Donc, non, justement, je voulais revenir parce que la FIFA avait titré premier d'Algérie. Je ne sais pas si c'est par rapport au fait qu'il soit le premier à être parti à cet âge-là. Ou peut-être par rapport au nom, puisque c'est le premier Zidane. Premier Zidane. Voilà, oui, le premier Zidane. Il a été le premier Zidane. Il a éclos bien avant Zinedine Zidane. Voilà. On va donc maintenant passer... On lui souhaite beaucoup de santé. Ouais. Et s'il nous regarde, on le salue. On te salue, Jamal. Donc, on va passer au cadeau de notre ami Yazid Wahib. On regarde et on revient juste après. C'est l'Almas, voulez-vous nous dire comment que le CRB est arrivé en finale de cette Coupe d'Algérie? Nous sommes arrivés en finale très difficilement, après avoir battu plusieurs équipes de très grande valeur, telles que Belabès, l'MCO qu'on a dû rejouer à 2 fois, et Boufarik aussi. Je pense quand même que ça a été extrêmement difficile et que nous méritons quand même d'avoir la phase finale. Voulez-vous maintenant nous dire vos impressions d'avant-match en tant que joueur alors? En tant que joueur et même étant très près des camarades tels que mon ami Kalem qui est à côté de moi, je pense que le moral est au beau fixe et que nous avons beaucoup d'espoir d'avoir cette finale. Et vous, Mokhtar Kalem, qu'en pensez-vous? Je pense que tout ce qui a été dit par mon capitaine Almas et mon coéquipier, je n'ai rien à rajouter. Nous espérons faire un bon match et que le meilleur gagne. Hassan était caractériel, il avait son caractère. C'était un caractère de cabochard, j'aimais ça moi, puisque moi-même j'étais cabochard. Il est vrai, si on peut assimiler le mot cabochard à une certaine rigueur, oui, là, c'est vrai. Je pense que le joueur n'est pas l'homme de la rue. Si on prenait l'homme de la rue, c'était, si vous voulez, un gars quelconque, anonyme. Mais dès qu'il était question de rentrer sur le terrain, ça c'était un autre personnage qui rentrait sur le terrain, qui n'aimait pas perdre, qui n'aimait pas les tricheurs. J'aime la perfection dans tout ce que je fais. Ce qui fait que sur le terrain, je ne trichais pas. Et j'exigeais de mes coéquipiers à ce qu'ils en fassent autant. Voilà exactement ce qui faisait que mon comportement paraissait excessif. J'essayais toujours, je me remettais toujours en question et donc j'exigeais à ce que le niveau soit assez bon. Et c'est pour cela que si l'on faisait une analyse du CRB de l'époque, on trouverait énormément de sérieux. Parce que c'est avec le sérieux qu'on peut constituer un ensemble. Ce n'est pas en essayant chacun à tricher, à donner le moins possible. C'est en donnant le plus possible qu'on arrive à créer une certaine ambiance, donc un certain sérieux qui permet à l'équipe de durer. Et le CRB, je pense, a duré un certain nombre d'années grâce à cela, grâce à la cohésion qu'il y avait dans l'esprit et dans les jambes aussi. Des messages très forts, hein, Yazid. Alors, vous devinez, hein, si on a choisi Hassan Almas, c'est parce que vous êtes parmi ceux qui font beaucoup pour la mémoire justement du sport algérien et de nos sportifs. Et vous avez justement écrit un livre sur Hassan Almas. On le voit à l'antenne, hein, donc Hassan Almas, la légende. Ça vous fait quoi de revoir ces images de Hassan Almas? Bon, ça me donne... Ça me donne beaucoup d'émotions. Et les paroles qu'il vient de prononcer me confortent dans ce que j'ai dit les premières pages de ce livre. J'avais essayé de définir qui était l'Almas. J'ai dit que lorsqu'il avait 7 ans, 8 ans, il s'est forgé un caractère qu'on a retrouvé tout au long de sa carrière. Il vient de le décliner.
le sérieux, la discipline, la volonté, le don de soi. L'Almas, c'est tout cela. L'Almas était un joueur immense. Je m'incline à sa mémoire, à celle de tous les footballeurs qui nous ont quittés. Je donne un petit détail. L'Almas a pris sa carrière de footballeur depuis presque 46 ans. Les Algériens se souviennent encore de lui. Ça fait presque un demi-siècle qu'il a mis sa carrière en parenthèse. Et les Algériens se souviennent de lui. Même ceux qui n'étaient pas encore nés, lorsque l'Almas était joueur. Il a inscrit son nom dans le palmarès du football mondial. Bon, les gens vont dire pourquoi faire ce type de comparaison, qui est l'Almas. L'Almas, comme tous les joueurs de sa génération, n'a pas pu bénéficier des bienfaits de la technologie. Les gens ne l'ont pas vu et ils ont raison d'émettre des doutes. Mais ceux qui l'ont vu, sont unanimes à dire qu'il appartenait à la race des plus grands joueurs qui ont affronté le football mondial. C'est mon avis. C'est mon avis. Très rapidement, Yazid, par rapport au livre, c'est un livre qui a plutôt bien marché. On dit que les Algériens ne lisent pas beaucoup. Comme support, vous pensez que c'est le meilleur support justement pour faire connaître ces joueurs et leur rendre hommage? Halim, c'était un essai. Très courageux. Je suis parti dans l'inconnu. Bon, nous l'avons édité aux éditions Diwan. Nous avons tiré 1500 exemplaires qui sont partis comme des petits pains. Nous avons fait une deuxième réédition de 1000. Avant le coronavirus, nous avons écoulé presque 600 numéros. Pratiquement, nous sommes à 2000 livres qui ont été achetés ou offerts. Et je profite de l'occasion pour remercier une fois de plus le groupe Madar et à sa tête son président directeur général. Les gens qui vous ont aidé d'une manière générale. Qui a pris en charge l'impression du livre. Bon, c'est un essai. C'était de son vivant lorsque vous aviez lancé le... Oui, quand j'ai commencé à le rédiger, il était vivant. Et il a accueilli cette initiative comment? Bon, je ne vais pas mentir. Nous n'avons pas abordé à fond le sujet. Je savais que j'étais sur le livre. L'Almas, c'est un personnage, disons, particulier. Il était difficile. Et pour lui soutirer des éléments sur sa vie, ce n'était pas une partie de plaisir. Bon. J'avais emmagasiné beaucoup d'informations depuis le temps et je n'oublie pas de remercier tous ceux, ils sont nombreux, qui m'ont aidé dans l'écriture de ce livre, que je n'aurais pas pu faire aboutir sans leur aimable contribution, soit en information, en documents, des photos, des documents d'archives. Je remercie tous ceux qui m'ont donné un coup de main pour rédiger ce livre sur l'Almas. Moi, je remercie M. Ezdouheb pour ce point de l'histoire de notre sport, de notre football. Et franchement, il a dit que c'était un personnage difficile à cerner dans la personnalité, mais il l'a bien cerné dans le titre. C'est-à-dire en disant que c'est une légende. Nous, jeunes, on entendait parler, c'était mystérieux, effectivement. Il n'y avait pas la médiatisation d'aujourd'hui. On n'allait pas tous les jours au stade, c'est trop loin pour nous. On était jeunes, on ne se déplaçait pas. Mais, tel que vous l'avez donné le titre, c'est vraiment une légende et c'est mérité. Et surtout, il nous réconcilie avec l'écriture. Monsieur Ezdouheb. J'espère qu'il en écrira d'autres. Tout à fait. Mais c'est très difficile, effectivement, du point de vue logistique. Il faut être courageux pour le faire. Surtout qu'écrire un livre, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, contrairement à ce que les gens pensent. Juste pour enchaîner, pendant ce mois de Ramadan, je vais essayer de faire 2 ou 3 articles sur des personnalités sportives, footballistiques bien sûr, qui nous ont quittés. National bien sûr, et maghrébine. Le premier c'est l'Arbi Ben Barek.
l'arbitre Ben Barak qui a fait 2 passages à Belabbès, le premier en tant que joueur en 55-56 et le second comme entraîneur toujours à Belabbès en 68. Ouais. C'est grâce à Abdelhaïd Lakan que je salue. Qui est à l'étranger actuellement, et à Mohamed Larbi, un journaliste qui m'a donné beaucoup d'informations sur la présence de Ben Barek à Belabbès à 2 occasions. Et je suis encore sur un article sur l'Aïrhmo Abdelrahman Ibrir, pratiquement un des premiers joueurs qui ont joué en équipe de France. Il a été gardien de but de l'équipe de France dans les années 49. Il a joué 6 matchs comme titulaire. C'était un très grand gardien de but. Ensuite, quand il est devenu entraîneur, il a contribué à l'essor du football algérien en prenant en charge notamment les écoles de football ici en Algérie. Donc, toujours dans la lignée des légendes. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure qu'on allait justement parler du sport et des enfants pendant cette période de confinement. Mais juste avant, j'ai cette séquence à vous montrer. Elle est plutôt sympa, on regarde. Gabi, cosa dice Gabi? Tutto a posto? Vogliamo? Va bene. Chi ha vinto? Io ho vinto. Bravo! Top. Quitte là. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle rarement, des enfants, on parle du sport d'élite, de la reprise des championnats, mais on ne parle pas beaucoup des enfants. Les enfants et leurs parents qui redoublent d'ingéniosité pour trouver un moyen de pratiquer le sport chez eux pendant ce confinement. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Oui, les images qu'on a vues, c'est ce qu'on appelle en langage populaire le système D. Système D, oui. Voilà. Ouais. Oui, il est difficile de concilier confinement et sport. Ouais. Il est chez nous extrêmement difficile, voire impossible. Maintenant, pour les enfants et tout, chez nous, il faut le dire également, parce qu'on parle de ce qui se passe dans nos associations et chez nous, c'est beaucoup plus un loisir. Donc il peut être dans le sport ou dans un autre domaine qu'une performance. Il est très difficile. L'enfant, par essence, il a beaucoup d'énergie, il doit beaucoup bouger. Déjà, en dehors de ce confinement, il ne peut pas rester sur place. Oui. Ni à la maison, il est dans la rue, il sort du stade, il est dans la rue. Tout à fait. Et il rentre à la maison, il prend son petit... son goûter, il revient dans la rue. Ouais. C'est vous dire qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser chez les enfants. Et avec le confinement, c'est vrai. Et du jour au lendemain, on lui dit tu restes chez toi, tu bouges pas. Déjà, en dehors de ça, parfois, on leur interdit tout. Ouais. Certaines familles où on interdit tout à l'enfant, de ne pas bouger, de ne pas être turbulent. Ouais. Et vu l'exiguïté des maisons, c'est pas tout le monde qui est aisé. Même ceux qui sont aisés n'ont même pas de jardin. Les jardins chez nous, c'est juste un petit potager. Tout à fait. Donc, ils ne peuvent même pas faire du footing comme on leur conseille. D'aller faire du footing à la maison, dans le jardin, il n'y a pas de jardin. Autour de la maison, il n'y a pas d'autour de la maison. C'est impossible. Donc, ce qui fait que c'est un sacrifice qu'on doit assumer, que la population doit assumer avec ce confinement. Notamment sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur tous les plans, c'est un sacrifice. Mais quand on sait que c'est une situation exceptionnelle, ou c'est une catastrophe naturelle qu'on doit affronter, et c'est les moyens, il faut se donner un bon moral, il faut être vraiment puissant psychologiquement, effectivement, pour affronter cette situation de confinement. La chose la plus difficile, professeur, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On peut dire à un enfant, écoute, tu patientes, on en a
pour un mois, peut-être pour 2 mois, mais là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. C'est vrai. C'est vrai, même nous, même pour les adultes, on se le dit tous. Justement, pire encore pour les enfants. On doit le répéter, on doit leur dire que c'est une période qui ne va pas durer, Inch'Allah, mais c'est un confinement obligatoire. Alors que dire de nous, professionnels de la santé, qui sont confinés dans l'hôpital face au virus? On se sacrifie. Eux, ils se sacrifient chez eux. Donc il faut supporter, il faut être patient, souhaitant que c'est passager, que ça va finir. Mais nous devons supporter cette situation à laquelle on n'y peut rien. Il n'y a aucun autre moyen que de se confiner. Justement, par rapport à la situation actuelle en Algérie, on a tendance à penser qu'on s'est un peu relâché. On a vu peut-être que les chiffres n'étaient pas aussi alarmants que ça. Et il a fallu qu'on déconfine un tout petit peu. Et on a vu le résultat. Quelle est la meilleure attitude à adopter, professeur? Il n'y a pas de meilleure attitude. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne donne aucune conduite à tenir concernant la mise en œuvre de ces mesures barrières. Elle laisse à l'appréciation des États. Parce que ce ne sont pas les mêmes moyens que chaque État possède pour imposer à sa population. Chez nous, vous avez remarqué, même dernièrement, le wali de Constantine, le wali de Djidja, le wali d'Oran. Oui, très récemment. Depuis hier, ils ont donné l'ordre de fermer justement. Parce que c'est des motifs de contamination envers les autres. Donc on doit expliquer, il faut qu'il y ait également, les gens doivent comprendre qu'il ne faut pas qu'ils attendent seulement des instructions, des orientations du gouvernement. Il faut qu'on ait le confinement volontaire. Volontairement, on doit rester chez soi. Il y a par exemple les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles font dehors? Bon, les enfants, on a constaté que ça a diminué. Il faut dire la vérité. Les enfants, ils sont maîtrisés à la maison. Quoique les enfants, pourquoi? Parce que les enfants, ils ont une défense immunitaire, mais ils sont vecteurs. Voilà, ils risquent d'être des porteurs sains et donc dangereux à la maison. Donc, il vaut mieux qu'ils restent à la maison, ne pas être atteints. Il y a une autre théorie qui dit, telle qu'elle a été préconisée au départ par les Britanniques, les Suédois, les Allemands, les Hollandais, ils ont préconisé de contaminer une partie de la population. Ils ont dit au départ 60%, ils ont dit ah non, pour que ça marche, il faut que 70%, afin que le virus... Mais ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière, parce qu'ils ont vu les dégâts. Et surtout, après 8 semaines de virus, de liberté, ils n'ont pas pu, ils n'ont atteint que même pas 20% décontaminés. Et surtout, il n'y a aucune garantie, aucun chercheur, aucun médecin, personne ne peut vous garantir l'immunité après avoir été atteint du virus, après la guérison. On ne sait pas. Il y a de nouvelles orientations. De nouveaux éléments. Bien sûr, de nouveaux éléments. Et il faut savoir surtout une chose essentielle, c'est que le virus ne se déplace pas. Ce n'est pas le virus qui se déplace, c'est nous qui le déplaçons. Si on comprend cela, c'est déjà une chose. Et il faut surtout que la population prenne conscience. Il faut que chacun de nous prenne conscience, chacun de nous se mette dans la tête qu'il peut être contaminant, qu'il peut être contaminé. Ainsi, on prend les distances, ainsi, on prend les précautions d'usage que tout le monde doit connaître maintenant, avec le lavage des mains, avec le port de bavette et avec la distanciation. Pour les enfants, professeur, qu'est-ce qu'on peut conseiller les parents? Franchement, pour les enfants, c'est très difficile. Je veux dire la vérité. Chez nous, on n'a pas de moyens de loisirs pour les enfants. En dehors de cette épidémie nationale, déjà, les enfants souffrent. C'est une catégorie sociale qui souffre, les enfants. C'est très difficile de leur trouver des substituts. C'est facile à dire, mais c'est difficile à réaliser en disant il faut leur donner à dessiner, leur apprendre un peu de musique, et voir quelques films. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les moyens de faire, toutes ces activités. Une semaine, deux, à la longue, ça devient lassant. Ça devient là. On peut dire également de les occuper aux études. Mais les études, ce n'est pas tout le monde qui aime faire les études, surtout à distance.
Donc c'est très difficile. Chaque famille doit trouver les moyens d'occuper les enfants. Il y a des orientations à travers des séries, des émissions de télévision. On oriente un petit peu. Chaque semaine, qu'est-ce que doit faire l'enfant. Mais dans la pratique, dans la réalité, il est extrêmement difficile d'avoir une recette, d'avoir une conduite à tenir. Donc chaque famille doit faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et beaucoup d'imagination pour occuper l'enfant. Alors je parlais justement tout à l'heure d'une éventuelle reprise des championnats, notamment chez nous. Et puis il y a eu des mesures qui ont été annoncées. On regarde d'abord le sujet préparé par notre ami Sid Ahmed Bouraïb et on revient juste après. La réunion mensuelle du Bureau fédéral qui intervient cette fois-ci dans un contexte particulier est sortie avec plusieurs décisions. Des décisions qui vont constituer la future feuille de route pour la reprise des compétitions. Ainsi, le programme pour les Ligue 1 et 2 comporte une période de préparation de 5 à 6 semaines. S'en suivra une période de 2 mois qui sera consacrée au déroulement des rencontres. Après la tombée de rideau du championnat, les clubs bénéficieront de 3 à 4 semaines pour enregistrer de nouveaux joueurs et entamer la préparation de la saison 2020-2021, dont la date n'a pas encore été fixée. Quant à l'épreuve populaire, elle est elle aussi contrainte d'aller jusqu'au bout. On dépend de la levée du confinement sanitaire de la part des autorités. La saison 2020-2021 pourrait démarrer en novembre, octobre ou bien même décembre. On ne le sait pas encore. Ça dépendra du temps nécessaire pour reprendre notre vie normale. À noter que ces mesures sont tributaires de l'évolution de la situation sanitaire, sachant que la décision finale revient au gouvernement et au ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, ça reste donc très hypothétique, puisque Yazid, ça dépend beaucoup plus de l'évolution de la situation sanitaire chez nous. Bien sûr, le commentaire qu'on vient d'entendre n'a pas posé la problématique de la levée de l'interdiction qui touche le sport et le football en particulier. Ça parle de calendrier. Mais le calendrier, ce n'est pas le problème. Quand, Inch'Allah, on aura fini avec la pandémie, on pourra faire un calendrier. Ce n'est pas un problème. C'est de coucher des rencontres, faire un calendrier, des dates. Mais préalablement, il faut s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour la santé des athlètes et de tous les acteurs qui gravitent autour. Et pour cela, ça nécessite beaucoup de choses. Au lieu, dans l'état actuel, je pense que nous ne disposons pas de tout l'arsenal qui nécessite le protocole sanitaire pour garantir qu'il n'y aura aucun risque lorsque des athlètes reviendront dans les espaces où ils s'adonneront à leur activité. Le problème, ce n'est pas d'établir un calendrier. Le problème, c'est de présenter plutôt les conditions qui pourront garantir la sécurité des athlètes. À partir de là, les staffs médicaux de la fédération, de la ligue et des clubs qui doivent être obligatoirement associés présenteront le protocole au comité scientifique de suivi de l'épidémie, lequel se prononcera, donnera son avis pour que le pouvoir politique décide si effectivement on peut revenir à la compétition rapidement ou si il faut différer la reprise des compétitions. Tout l'enjeu est là. L'enjeu n'est pas dans l'établissement d'un calendrier. L'enjeu ou l'importance, c'est de présenter un protocole qui puisse garantir que les athlètes ne courent aucun risque s'ils reviennent à la compétition. Et je vois justement que le professeur Bessaha est de votre avis. Je pense qu'il est prématuré justement de parler d'un calendrier comme le dit Yazid. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit M. Yazid Wahib. Je reviens seulement aux orientations de la FIFA. La FIFA ne dit pas reprenez
telle date ou telle date. Il n'a pas donné de date. Mais qu'est-ce qu'il a dit, M. Infantino, président de la FIFA, à juste titre? Il a délivré 3 messages aux fédérations. Il a dit, premièrement, la santé avant tout. Deuxièmement, rien ne permet le sacrifice d'une vie, d'une seule vie. Une seule vie. Il n'est pas question. Et troisièmement, il a dit, il est irresponsable de reprendre si la situation n'est pas sécurisée à 100%. Et pour ce faire, ils ont dégagé un fonds d'urgence, d'aide d'urgence. La FIFA est riche, elle a de l'argent. Elle a dit, voilà, j'ai un fonds d'urgence. Ils sont en train de l'étudier pour le partager entre les fédérations. Et il a promis qu'il le fera dans la transparence la plus totale. Chaque sou qui sera dépensé, il dira où il ira. Donc c'est là l'enjeu aussi. Par conséquent, est-ce qu'on est prêt pour reprendre? On n'est pas prêt. Qu'est-ce qui prime? L'urgence sanitaire ou l'activité sportive? C'est l'urgence sanitaire, sans rien qu'à voir ce qu'a dit le président de la FIFA. La FAF s'est réunie, le bureau fédéral, à travers la commission médicale, elle a posé des conditions. Je vous dis, elles sont excellentes les conditions, mais elles sont irréalisables. Déjà, en temps hors Covid, on n'arrive pas à faire tout les examens complémentaires, tout le suivi médical exigé. Alors en période de pandémie ou chez nous d'épidémie, quand on voit les conclusions, il n'y a que des réponses à non. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde sous chimiothérapie? La réponse est non. Est-ce qu'on peut faire des regroupements à 8 kilos? La réponse est non. Donc apparemment, la commission médicale de la FAF répond que c'est non. Et
Pour commencer, on apprenait il y a près de 2 semaines que le championnat néerlandais mettait un terme définitif à sa saison. Et ce n'était pas un cas à part, la preuve quelques jours plus tard lorsque la France, par l'intermédiaire de son Premier ministre, annonçait l'interdiction d'une reprise avant le mois de septembre. Un coup dur pour les clubs professionnels français, mais aussi pour l'UEFA, rappelant que l'instance qui dirige le football en Europe avait demandé aux championnats de terminer leur saison respective le 2 août au plus tard. Ainsi, l'organisation espérait finir l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Certains pays semblent toutefois prendre le chemin de la reprise, comme en Italie, où Giuseppe Conte, chef du Conseil italien, a annoncé dimanche passé que les clubs pourront reprendre l'entraînement collectif le 18 mai, soit plus d'1 mois après l'Allemagne. Un pas de plus vers la reprise des matchs, même si rien n'est encore acté de ce côté-là. Mais une autre information venant d'Allemagne, cette fois-ci, vient semer un peu plus le doute sur une éventuelle reprise dès ce mois de mai. En effet, 3 membres du FC Cologne ont été testés positifs au coronavirus. L'annonce du club jette un froid sur les impatients partisans d'une reprise des compétitions. La Bundesliga est le championnat de football majeur le plus avancé en vue d'une reprise des compétitions. De quoi pousser l'UEFA à changer ses plans, notamment après les critiques subies par l'instance ces derniers jours. Cette dernière, qui ignore si d'autres pays prendront des mesures similaires, envisagerait désormais une reprise générale des championnats et des coupes nationales en septembre. Reste à savoir ce que deviendrait la saison actuelle de Ligue des Champions, dont certains 8e de finale ne connaissent pas encore leur vainqueur. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, un changement de format de la compétition sera probablement nécessaire. Voilà, alors c'est plutôt les enjeux financiers qui changent, hein, parce que lorsqu'on parle du championnat chez nous, je pense que les enjeux ne sont pas aussi importants que ça. Halim, ce qui est important aujourd'hui, oui, c'est la décision que vont prendre les États. Oui. Est-ce qu'ils sont souverains pour prendre cette décision? Bien Parce sûr. que il fut un temps, la Belgique menaçait d'arrêter son championnat et l'UEFA l'avait un peu rappelé à l'ordre. Ça a changé depuis, on les laisse... Ben, entre-temps, la France et la Hollande ont précédé la Belgique, qui à l'origine était... était à l'origine le premier pays qui avait annoncé son intention d'arrêter les compétitions. La décision sera guidée par le principe de précaution. La France, quand elle a pris la décision, elle l'a motivée par le principe de précaution. C'est-à-dire la vie humaine au centre. C'est-à-dire que tous les protocoles, il y en a eu beaucoup, qui ont été présentés par la Fédération française, par la Ligue de football professionnel, par le football amateur et par les clubs, n'ont pas convaincu l'autorité sanitaire que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il n'y ait pas de risque. Le pouvoir politique a suivi, il s'est basé sur le principe de la précaution, il a dit non, je ne prends aucun risque. Aujourd'hui, le débat dans le football professionnel, parce que le sport en général est divisé en 2 parties, le sport professionnel et le sport amateur. Le sport professionnel est une économie, c'est un écosystème qui génère beaucoup d'argent, qui vit de l'argent. Bien sûr, des millions d'emplois. Bien sûr, il a utilisé tous les lobbies, depuis plus d'1 mois, pour forcer la main aux politiques, pour qu'ils leur permettent de revenir, parce qu'il s'agit de leur survie. Les clubs professionnels sont privés de la manne financière que leur octroyaient les détenteurs des droits de télévision. Ils n'ont plus de rentrée d'argent au niveau de la vente des tickets lors des matchs. Leur activité a été stoppée. Elle a mis en danger leur survie. C'est-à-dire c'est des sociétés, c'est des clubs qui sont au bord de la faillite. Et c'est tout à fait normal qu'ils fassent tout pour revenir. Mais nous avons vu que la France, par exemple, la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, ont dit stop, on ne va pas suivre ce que vous êtes en train de nous demander. Peut-être qu'il y aura un effet domino. L'Allemagne par rapport à la plupart des pays européens a mis en place un début de retour aux entraînements. Mais je pense qu'avec ces nouveaux cas... Bien sûr, ils ont à Cologne, c'est une équipe de Bundesliga, une équipe de Premier League qui a 2 joueurs à Cologne. Il y a 2 joueurs plus un membre du staff technique. Ça va changer la donne. C'est possible parce qu'ils vont prendre des décisions. Bon,
est-ce qu'ils vont étouffer le sport professionnel? C'est des calculs qu'ils sont en train de faire. N'oublions pas que le sport professionnel donne la possibilité au trésor public d'encaisser beaucoup d'argent. Ce matin, dans le journal L'Équipe, ils ont donné un chiffre. En France, par exemple, les charges, comment on les appelle ça? Les charges patronales dégagées du football professionnel, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2, équivalent à 3,64 millions d'euros. C'est plus que les charges patronales dégagées du groupe Dassault. C'est très important. Les clubs professionnels versent l'équivalent de 2 milliards d'euros en charges et en impôts. C'est une information pratiquement qui date d'aujourd'hui. C'est une économie, c'est une puissante économie quand il n'y a pas de crise. Avec la crise, cette économie a été fragilisée. Et on comprend que le sport professionnel fait tout pour revenir. Parce qu'il doit encaisser beaucoup d'argent. Si on arrête les compétitions, ça va être un coup d'arrêt et ça risque de provoquer leur faillite. C'est pas pareil pour le football, pour le sport plutôt amateur. Justement, dans cette bataille, professeur, les arguments, ils sont plutôt de votre côté. Je vais vous dire, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils sont obligés ou non par les instances internationales? Au départ, la FIFA a pris une mesure, elle a dit, il n'est pas question d'arrêter les championnats. Ensuite, elle a changé. Comme on l'a dit tout à l'heure, selon le point de situation de ce Covid-19, les données changent et les décisions changent. L'UEFA, la même chose. Elle est en train justement de changer de cap. Je vous dis, je voulais revenir à mon association qui participe aux Jeux mondiaux de la médecine, qui devaient avoir lieu en juin-juillet 2020 au Portugal. Ils les ont décalés en octobre. Mais hier, je reçois un email que c'est carrément décalé en 2021. Vous voyez, donc ça peut changer. Ils sont en train de tâtonner. Ils ont même préconisé la reprise par groupe de footballeurs, par 4, 5, pour qu'il n'y ait pas de contact. Professeur, l'exemple le plus flagrant, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. Au début, on a tardé pour les reporter. Et là, on parle même d'une éventuelle annulation des Jeux de Tokyo. C'est dire à quel point la situation n'est pas maîtrisée. Elle est maîtrisée, mais pas arrêtée. C'est différent. On est en train de connaître de mieux en mieux ce virus. On est donc en train de préconiser de meilleures prises en charge. C'est la prise en charge qui s'améliore, mais pas la maîtrise totale. Les instances internationales de sport ou l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'imposent pas des mesures à un pays. Ils tirent la sonnette d'alarme. La FIFA, elle a dit, je ne veux aucun décès. C'est très important. Elle s'est dégagée de la responsabilité. C'est aux fédérations de prendre leurs responsabilités. Mais avec des précautions draconiennes. Est-ce qu'on a les moyens de prendre les précautions draconiennes? Moi, j'ai fréquenté les stades de football, j'étais même à la FAF. Vous avez de sérieux doutes? Et je suis convaincu que c'est impossible. On n'a pas les infrastructures dédiées à ces mesures de précaution. Déjà, en temps normal, vous avez eu l'insécurité. Même d'un entraînement, on est en insécurité. Alors, que dire d'une compétition? Il est quasiment impossible de prévoir une reprise immédiate. Très bien. Alors, on a envie d'avoir comme ça de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, malgré l'arrêt du championnat de Ligue 1 en France, elle nous vient de nos deux attaquants internationaux, Islam Slimani et Andy Delors. Et Islam Slimani qui évolue à l'AS Monaco et Andy Delors à Montpellier, qui ont été retenus dans la liste dévoilée vendredi par le magazine France Football des 23 meilleurs joueurs de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 française de football, suspendue définitivement en raison de la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Yazid, ça fait quand même plaisir, notamment pour Islam Slimani, qui n'a pas beaucoup joué et qui quand même s'est distingué puisqu'il s'est classé parmi les 23 meilleurs joueurs de cette saison. C'est une performance par rapport à son arrivée tardive à Monaco. Il a fait de très bons matchs. Il mérite de figurer dans la liste des 23 meilleurs joueurs de la saison, tout autant que Delors, qui a marqué des buts assez importants avec son équipe. Halim, si tu me permets, bien sûr. Une chose. L'UEFA, au départ, avait menacé les pays
qui arrêterait leur compétition de les exclure de ses propres compétitions. Ouais. Il y a une contradiction dans sa démarche. C'est elle qui a annulé le championnat d'Europe féminine qui était prévu en Angleterre. C'est elle qui a annulé l'euro. L'euro, oui. Il y a quelques semaines, l'OMS avait averti qu'en cas de déconfinement non contrôlé, il y aurait une résurgence mortelle. Résurgence mortelle. Ouais. Les politiques sont obligés de tenir compte. La CAF vient de demander à toutes les associations africaines de lui présenter un pré-calendrier ou un calendrier de reprise des compétitions. Elle ferait mieux, la CAF, de dire aux fédérations qui ont encore des clubs engagés en Coupe Interclub, c'est-à-dire en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Est-ce que cette compétition va aller jusqu'à son bout ou est-ce qu'elle va être suspendue? C'est la chose qui va être probablement annoncée dans les prochains jours. La CAF, comme toutes les institutions du sport mondial, ne maîtrise pas ce problème. Elle le subit. Elle le subit. Alors, elle va aussi annoncer le report de la Coupe d'Afrique des Nations qui était prévu en 2021 au Cameroun pour 2022. C'est dire que la situation n'est pas bonne. L'empressement des clubs, des ligues et des fédérations à revenir à la compétition sans avoir la garantie et la certitude qu'il n'y aura aucun risque pour la santé des athlètes et de l'ensemble de leur environnement fait courir un risque à tous les citoyens de ces pays. Très bien. Alors, parlons sport, hein, nous l'avions dit, et ce n'est pas que le football. Et nous avons d'autres informations concernant les autres sports que nous avons résumées. Le marathon de Londres qui devait se tenir ce dimanche dans les rues de la capitale britannique a été annulé en raison de la crise sanitaire. Il devrait finalement être organisé le 4 octobre prochain. Le directeur de la course, Hugh Brasher, prévoit également de limiter les inscriptions aux seuls coureurs professionnels. Ainsi, de 45 000 participants, la prestigieuse course passerait à seulement 200 dossards. Une décision finale sera prise en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays, au plus tard fin août. Vainqueur des 2 dernières éditions, le Kenyan Eliud Kipchoge devra donc attendre avant de défendre son titre. Les ligues sportives américaines pourraient devoir annuler leur saison si la sécurité des joueurs et des supporters ne peut être garantie en raison de la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le docteur Anthony Fauci, épidémiologiste et conseiller du président Donald Trump. La sécurité pour les joueurs et pour les supporters prime sur tout le reste, a estimé Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus, dans une interview au New York Times. Le sport aux États-Unis est paralysé depuis mars par le Covid-19. Toutes les grandes ligues professionnelles ont suspendu ou reporté leurs saisons respectives. Certaines étudient actuellement un possible retour à la compétition à huis clos, mais pour Anthony Fauci, il y a un risque de résurgence de la pandémie si les restrictions sont levées trop tôt. Pressenti pour accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison le 5 juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg, l'Autriche ne donnera son feu vert qu'en fonction des garanties de sécurité apportées par l'organisateur, a indiqué jeudi le ministre de la Santé. Le critère de décision sera de savoir s'il existe un risque d'infection et le gouvernement attend à cet égard la présentation d'un nouveau concept de sécurité de la part des organisateurs. Le gouvernement souhaite notamment que l'événement soit organisé en circuit fermé, c'est-à-dire sans contact avec la société locale à l'exception des Autrichiens impliqués dans la gestion de la course. Des médias autrichiens ont évoqué l'organisation de vols spéciaux pour acheminer les écuries. La Formule 1 a annoncé lundi par un communiqué de son PDG Chase Carey visait un début de saison en Autriche le 5 juillet probablement sans spectateurs. L'Autriche estime avoir contenu la pandémie de nouveau coronavirus sur son territoire et se prépare à lever la plupart des restrictions en vigueur depuis la mi-mars. Le 1er mai 1994 restera comme un jour funeste pour le monde du sport automobile. Au Grand Prix de Saint-Marin, l'idole de toute une génération, le Brésilien Ayrton Senna, 34 ans, percute un mur en béton à pleine vitesse dans un virage et décède quelques heures plus tard à l'hôpital de Bologne. La veille, l'Autrichien Roland Ratzenberger avait déjà perdu la vie lors des qualifications et Senna avait prévu de lui rendre hommage en cas de podium, tandis que le Brésilien Rubens Barrichello avait été victime d'un grave accident le vendredi, sans conséquence heureusement pour lui.
26 ans plus tard, le choc de la mort du pilote passé par McLaren avec 41 victoires en 161 courses disputées reste toujours aussi fort pour les amateurs de sport automobile. Ferrari, écurie concurrente de Senna, a ainsi rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux aux Brésiliens, l'un de nos plus grands rivaux. Aujourd'hui, on se rassemble pour se souvenir de la légende qu'était Ayrton Senna, a écrit ce vendredi le compte officiel de la Scuderia Ferrari sur Twitter. André Agassi a fêté ses 50 ans. Le 29 avril 1970 naissait l'une des plus grandes légendes du tennis. André Agassi, sans doute l'un des joueurs les plus charismatiques de l'histoire. Le Kid de Las Vegas a marqué l'histoire de la petite balle jaune. Lorsqu'on parle d'Agassi, il faut savoir que l'on parle d'un Hall of Famer depuis 2011 et d'une légende de notre sport. L'Américain a remporté 60 titres durant sa carrière et disputé pas moins de 90 finales. Impressionnant, mais ce n'est que le début d'une liste d'accomplissements exceptionnels. Le natif de Las Vegas a atteint la première place mondiale en 1995 à 24 ans et a tenu le trône de l'ATP durant 101 semaines au total. Le mari de Steffi Graf a remporté 8 tournois du Grand Chelem en simple, 4 Open d'Australie, 2 US Open, un Roland Garros et un Wimbledon, ce qui lui a permis d'être le premier à remporter les 4 tournois du Grand Chelem, un palmarès de folie auquel il faut ajouter la médaille d'or olympique obtenue à Atlanta en 1996 et 3 Coupes Davis décrochées en 1990, 1992 et 1995, juste incroyable. Je vous l'avais dit, des hommages, il y en a eu dans cette émission, il y en aura encore, puisqu'on a rendu hommage à Ayrton Senna, disparu il y a 26 ans, oui. Et puis André Agassi qui fête ses 50 ans. Alors, on a vu, la tendance pratiquement pour tous les sports est la même. On va plus vers l'annulation ou peut-être le report des compétitions. L'annulation dans l'immédiat, ça veut dire report ultérieurement. Oui. Dans tous les sports, c'est la même chose. Il faut être très prudent et on a dit que la vie humaine passe avant tout. Oui. Maintenant, ce n'est pas les mêmes enjeux au niveau mondial. L'Occident, il a des enjeux économiques énormes, énormes par rapport à nous. Contrairement à nous, où on peut patienter. Chez nous, on doit patienter. On doit patienter parce qu'il y a une situation assez maîtrisable et on a le temps quand même. De toute façon, c'est la saison estivale, c'est les grandes chaleurs qui n'est pas propice au sport. Il faut le repos. Il faut attendre la rentrée. Très bien. Alors, on a une rubrique dans cette émission qui est un peu sympa, en ces temps très sérieux de pandémie, qui a pour titre « No comment ». Jingle et on revient. Yazid. Alors, on a des séquences plus ou moins sympas qu'on voudrait proposer à nos chers téléspectateurs en cette veille du 11e jour de Ramadan déjà. Donc, on regarde ces séquences et on revient. Voilà. Alors, des séquences choisies par notre amie Sarah Derbel. Yazid, vous vouliez dire? Une chose, Bark. On a entendu tout le monde parler de la reprise ou la non-reprise des compétitions. Mais on n'a pas entendu les principaux concernés qui sont les athlètes. En France, ils ont organisé, l'Union des footballeurs professionnels a organisé un sondage. Le résultat, c'est que plus de 80% des joueurs sont contre la reprise des compétitions. Ils vont à l'encontre de ce que sont en train de faire leurs présidents, qui font tout pour revenir à la compétition, pour des motivations qui n'ont rien à voir avec la santé, qui sont liées à l'argent et aux finances. Mais les joueurs, les premiers concernés, se sont exprimés à plus de 80% contre un retour
aux entraînements et à la compétition avant que la situation ne soit totalement maîtrisée. Tout à fait. Alors, la dernière rubrique de cette émission est bien sûr le portrait, mais avant, le jingle. Portrait consacré ce soir à Nadia Comaneci. On regarde. Elle avait illuminé les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. La Roumaine Nadia Comaneci, 14 ans, était devenue la première gymnaste à obtenir la note suprême de 10 grâce à un enchaînement parfait aux barres asymétriques. La jeune fille frêle d'1,55 m et d'à peine 40 kg réussit en quelques instants magiques à combiner grâce et difficultés techniques, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire de ce sport. Nadia Comaneci est venue au monde le 12 novembre. Son énergie débordante, là l'entraîneur Bella Caroli décèle les qualités exceptionnelles de cette fillette au caractère affirmé. En 1969, elle se classe 13e au championnat de Roumanie junior de gymnastique et le remporte en 1971, devenant la plus jeune gymnaste à obtenir ce titre. En 1971 toujours, elle remporte plusieurs titres lors d'un tournoi entre la Yougoslavie et la Roumanie. Poursuivant sur sa lancée à 13 ans, elle décroche le titre au championnat d'Europe de gymnastique en Norvège. Mais c'est en 1976 que Nadia Comaneci devient célèbre internationalement pour recevoir la note maximale de 10 lors de l'American Cup qui se déroule au Madison Square Garden de New York. Aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, la jeune gymnaste réédite son exploit et reçoit à nouveau la note maximale de 10 lors de son enchaînement aux barres asymétriques. Cette performance n'étant logiquement pas prévue, les tableaux afficheront 1.00 au lieu de 10. Ayant obtenu cette note de 10, elle remporte haut la main la médaille d'or aux barres asymétriques et à la poutre, l'argent pour le classement par équipe et le bronze pour les exercices au sol. Elle entre dans l'histoire des Jeux Olympiques non seulement par rapport à sa cotation, mais aussi pour être la plus jeune gymnaste à obtenir une médaille, ce qui n'est désormais plus possible puisque l'âge légal a été fixé à 16 ans. Au championnat du monde de Strasbourg en 1978, Nadia Comaneci ne se classe que 4e. Après les JO de Montréal, elle a dû changer suite à une décision de la Fédération roumaine de gymnastique d'entraîneurs, s'installer à Bucarest et vivre le divorce de ses parents. Elle est autorisée un an plus tard à retourner avec son entraîneur Bella Caroli. En 1979, même malade, elle parvient à décrocher le titre au championnat du monde. Privée d'un nouveau triomphe aux Jeux de Moscou en 1980, Nadia Comaneci sera d'abord l'instrument de propagande d'un régime discrédité, puis l'otage de celui-ci. La jeune femme prend sa retraite sportive en 1981 à l'âge de 20 ans. Héroïne nationale dans son pays, elle aura droit à une cérémonie officielle en 1984 à Bucarest, devenant du même coup membre du Comité international olympique. Dès 1981, elle participe aux États-Unis à des exhibitions de gymnastique entre 1984 et 1989. Nadia Comaneci travaille à la Fédération roumaine de gymnastique. En novembre 1989, quelques semaines avant la Révolution, elle fuit le pays et rejoint les États-Unis. Aujourd'hui encore, on peut dire que dans l'histoire de la gymnastique, il y a eu un avant et un après Nadia Comaneci. Un avant et un après Nadia Comaneci, comme il y aura un avant et un après Covid-19. Alors pour conclure, professeur. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec les orientations, les messages. Je fais mien les messages de la FIFA, qu'il n'y a aucune reprise sans sécurisation à 100%. Rien ne permet de mettre en danger la vie d'une personne et la santé avant tout. Très bien. Yazid, pour finir. Je suis du même avec le professeur. C'est-à-dire qu'il faut uniquement faire le distinguo entre le sport chez nous et le sport professionnel dans le monde. Là-bas, c'est une économie. Ils sont en train de défendre coûte que coûte la survie de leur système sportif, bien sûr, l'écosystème. Nous ne sommes pas obligés de nous empresser. On peut attendre jusqu'à ce que la pandémie s'efface totalement pour qu'on puisse reprendre toutes les compétitions sportives dans un climat apaisé, rassuré surtout, et sans aucun risque pour la santé des citoyens.
Très bien. Alors, messieurs, merci d'être venus ce soir. Merci à tous nos techniciens du Studio 7. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, on ne pouvait pas se quitter sans rendre un grand hommage à un grand artiste qui nous a tant bercé avec ses chansons, ses mélodies et sa douce voix. Idir qui était l'ambassadeur de la chanson et de la culture amazigh en général et kabyle en particulier, et qui pour moi était un artiste d'une dimension universelle. On perd certes l'artiste, mais qui restera toujours gravé dans nos cœurs, mais on perd surtout un homme d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, d'une grande clairvoyance et surtout d'une grande générosité. Et dire, on ne peut que vous dire, adieu l'artiste. Salam.